Ok, on continue sur nos histoires d'inférence. Je venais de faire le cas de la loi de Bernoulli. On va passer au cas de la distribution normale, parce que c'est finalement le cas standard en statistique mathématique. Donc, on a des données gaussiennes, en tout cas qu'on suppose gaussiennes, et on essaie de trouver des estimateurs de nos grandeurs. Donc, je vous ai dit, l'estimateur classique, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc, je suppose que j'ai mes données, qui sont des tailles de 112 élèves, de sexe féminin, et je suppose que ça suit une loi normale. Donc, les données, c'est toujours les mêmes. Donc, j'ai ma base de données Davis, où j'ai la taille, et je prends juste les filles. Donc, on a 112 élèves, et je veux trouver des estimateurs. Donc, je suppose qu'on a une loi normale. Donc, on suppose que ce sont des réalisations de variables indépendantes qui suivent une loi normale mu sigma 2, mais je ne connais pas mes paramètres mu, je ne connais pas mes paramètres sigma 2. Donc, le principe de base, c'était encore une fois, quand on a un modèle, on va se donner cette fonction f, et ici, je dis que f, c'est l'ensemble de toutes les lois normales. C'est toutes les lois normales, donc ça va être un paramètre θ. Le paramètre θ, il est bivarié. Ici, il est en dimension 2. Okay. Et forcément, je ne le mets pas au bon endroit. Donc, on a nos lois normales. Donc, on a deux paramètres. La première composante, ça va être le paramètre de moyenne. Et le deuxième, ça va être le paramètre de variance ou d'écart type. Okay. Donc, en l'occurrence, c'est du... je vais peut-être supprimer le 2 parce qu'effectivement, dans le cas de... Dans R, le paramètre naturel pour le second terme, c'est pas la variance, c'est l'écart type. Okay. Et voilà. On a cette loi qui a un paramètre que je ne connais pas et que j'ai besoin de quantifier. J'ai besoin d'avoir des estimateurs compte tenu de mes données. Donc, on ne réfléchit pas. On se dit, comme je sais que j'ai des observations qui sont gaussiennes, on sait qu'on a une loi normale. Okay. Dans ces cas-là, ma log vraisemblance va s'écrire comme la somme des logs densité. Okay. Et numériquement, je peux me contenter de ça en fait. Je fais la somme des logs densité. Voilà. Donc, je prends des normes. Je rappelle que des normes, c'est tout simplement la densité pour une loi normale, mu sigma 2. Okay. Donc le premier paramètre, c'est le paramètre de moyenne. Le deuxième, c'est le paramètre d'écart type. Voilà. Donc je me contente de faire ça. Enfin, je me contente de dire, plutôt de convertir d'un point de vue numérique, d'un point de vue informatique, ce que je suis en train de vous dire avec des mots. D'accord. Donc ma log vraisemblance, c'est tout simplement la fonction. Alors encore une fois, c'est une fonction en dimension 2. Donc on a ce paramètre bivarié. Donc T, c'est T1, T2. D'accord. Ce qui se note avec des crochets en R. Donc T crochet 1, T crochet 2. Et donc ça me permet de récupérer cet objet-là moins ma log vraisemblance. Okay. Donc à partir du moment où j'ai moins ma log vraisemblance, je fais une fonction d'optimisation. Alors il s'avère que sous R, la fonction d'optimisation demande une valeur initiale. Donc je mets des valeurs un peu au hasard. J'ai mis 150 et 5, juste parce que je n'avais pas d'idée, mais vous pourriez mettre 100, 0, enfin n'importe quoi. 0, 0 c'est un peu gênant pour une variance, mais peu importe. Mettez 1 et 1 même si vous voulez. Donc il faut des valeurs pour démarrer l'algorithme, et ensuite il se lance. Il vous renvoie les valeurs. Il vous dit les estimateurs du maximum de vraisemblance, c'est mu chapeau égale 164.7 et sigma chapeau, c'est 5.63. Ces grandeurs sont les estimateurs du maximum de vraisemblance pour les paramètres mu et sigma de ma loi normale. Donc si jamais je suppose que j'ai une loi normale, voilà les paramètres les plus vraisemblables qu'on devrait avoir compte tenu des données. Okay. Donc voilà, donc on a réussi à le faire. Donc voilà, c'est quand même relativement simple de faire de l'estimation, okay, et de trouver les grandeurs. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin. C'est qu'on peut regarder un tout petit peu les propriétés des estimateurs qui ont été construits. Donc le premier estimateur, en fait, si jamais je faisais les maths, que je ne vais pas vous faire, mais on pourrait calculer les dérivés. En fait, on peut montrer que le premier estimateur, c'est le paramètre de la moyenne. En fait, ça correspond à la moyenne empirique. Donc c'est exactement ce qu'on avait eu dans le cas de la loi de Bernoulli. Je vous rappelle, quand on avait une loi de Bernoulli, le paramètre P, l'estimateur P chapeau du maximum de vraisemblance, c'était X bar. Là, c'est la même chose. L'estimateur naturel de mu chapeau, c'est X bar. Alors, c'est pas une propriété générale, il y a des cas pour lesquels ça ne marche pas. Il s'avère que pour pas mal de lois qu'on verra, c'est effectivement le cas, où quand le paramètre s'interprète comme étant la moyenne, en fait, on va juste prendre la moyenne. D'accord. Donc, enfin, plutôt, si le paramètre s'interprète comme étant l'espérance, on prendra la moyenne empirique de nos données comme estimateur de la variance. C'est assez naturel. Si je regarde le deuxième, θ2, θ2, je vous rappelle, je ne mets pas de chapeau, θ2, le vrai paramètre, θ2, ça correspondait à l'écart type. Donc ça correspondait à la racine carrée de la variance de mes données. Okay, donc c'est le sigma.
Donc on aura envie de prendre un estimateur de... Enfin, on se doute que notre estimateur devrait être proche de ces choses-là. Alors si jamais vous regardez exactement ce qui est proposé par R, plutôt, si jamais on fait des maths, l'estimateur de cette grandeur-là, θ chapeau, c'est quoi? C'est en fait la racine carrée de 1 sur n, la somme des xi moins x bar. Alors il n'a pas le 1 sur n moins 1. Okay. Donc le 1 sur n moins 1, c'est un estimateur sans biais. Il s'avère qu'il ne nous demande pas de prendre l'estimateur sans biais, il vous dit juste, vous prenez la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Okay. Donc c'est un estimateur qui est un tout petit peu différent de l'estimateur usuel qu'on avait. Celui-là, c'est celui que j'avais dû noter S auparavant. Et donc c'est pas exactement S, qui était la racine carrée de S2, c'est ce racine carrée de n-1 sur n fois S. Donc c'est l'estimateur biaisé, mais asymptotiquement sans biais, de notre écart. Okay. Mais c'est pas très grave. Ce qu'il faut juste se souvenir, c'est qu'en fait, les maths nous disent en fait que ça devrait être ces choses-là. Effectivement, on peut vérifier. Si jamais je prends la moyenne, j'ai ça. Si jamais je prends racine carrée de n-1 sur n fois l'écart type, donc j'ai le 5,63 et ça correspond très exactement aux valeurs qu'on obtient ici. 5,63 et 164,7 correspond exactement à la moyenne. Donc effectivement, numériquement, donc tout ça pour vous dire que l'algorithme numérique d'optimisation ne connaît pas les vraies valeurs, ne connaît pas ces formules que je vous indique ici. On a le droit de ne pas les connaître. Numériquement, on voit qu'on obtient exactement les mêmes valeurs. Okay. Donc c'est relativement intéressant, mais on va aller un tout petit peu plus loin. On peut se demander, ok, est-ce que cette chose-là, elle a du sens? Est-ce qu'effectivement, cette loi normale avec ses paramètres, elle correspond à peu près à ce qu'on aurait eu sur nos données? On peut regarder. À gauche, c'est mon histogramme sur mes vraies données. Et j'ai rajouté ma loi normale, mu chapeau, sigma chapeau. Okay, donc c'est l'estimateur qui est proposé par l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors je peux comparer avec l'estimateur de la densité. On avait vu qu'on avait des estimateurs à noyau. Okay, on avait construit ce F chapeau qui ne supposait pas d'hypothèse de loi. Encore une fois, je me contentais de prendre l'histogramme. Je vous rappelle qu'il y avait une histoire de fenêtre. Bon, on va retourner dans les capsules si c'était parti un petit peu loin. Là, il faut au tableau. Et voilà, je définissais un estimateur, un histogramme glissant, si vous voulez, de mes données. Et donc, on récupère cette courbe bleue. Et on voit effectivement que la courbe bleue et la courbe rouge sont relativement proches. Donc, on voit que le modèle gaussien, finalement, il n'est pas complètement stupide. Il est relativement proche des vraies données. Et donc, effectivement, on voit que ce F chapeau, alors je vais juste le refaire autrement, F chapeau, qui était l'estimateur à noyau, il est à peu près égal à l'estimateur de ma loi normale, qui aurait pour paramètre mu chapeau, plutôt mu chapeau et sigma chapeau. Okay. Alors j'ai un petit souci de connexion. Yes. Donc voilà, on est en train juste de dire que F chapeau, il est à peu près égal effectivement à l'estimateur de ma densité. Donc ça a du sens. En tout cas, ça a du sens. Ma loi normale n'était pas complètement stupide, et on voit qu'on arrive à récupérer une loi normale qui est relativement proche de nos vraies données. On aurait pu avoir un estimateur qui serait comme ça. Ça veut dire que mon estimateur, il y aura un biais dans l'estimation de mu. Okay. Ou alors, au contraire, beaucoup plus lisse, et dans ces cas-là, j'aurai un biais plutôt sur l'estimation de ma variance. Okay. Là, on voit que ça colle. Donc, l'estimateur de la moyenne est proche de la vraie valeur, sûrement, et pareil pour sigma. Alors, on peut se demander un petit peu comment se comportent nos deux estimateurs. Moi, je vous avais dit, alors je vous ai rien dit pour le moment. En fait, ce qu'on pourrait montrer, c'est que l'estimateur de θ chapeau, l'espérance de θ chapeau, en fait, elle n'est pas très loin de la vraie valeur. Okay. On n'a pas exactement un estimateur sans biais, essentiellement à cause de la variance ici. On a vu que l'estimateur de la moyenne était sans biais, puisqu'on a vu que θ chapeau 1, c'était mu chapeau et c'était la moyenne. Okay. Il s'avère que l'espérance de θ chapeau 1, en fait, c'est mu. Donc on a un estimateur sans biais pour la moyenne, mais par contre, la variance, on avait cette histoire de racine carrée de n-1 sur n. Bon, c'est un peu pénible, mais disons qu'à peu près, on a un estimateur sans biais. Donc on a le biais. On pourrait se demander quelle est la variance de notre estimateur. Alors pour trouver la variance de l'estimateur, c'est un peu plus compliqué. Soit on fait des maths, soit en fait on utilise des méthodes de simulation. Donc pour ça, je me dis, je vais régénérer des échantillons de données. Donc une méthode pour faire des simulations, on avait vu, c'est des méthodes de rééchantillonnage par bootstrap, qui consiste à dire, je vais recréer des faux échantillons à partir de mes données. Donc, je vais juste vous réexpliquer l'algorithme. J'ai mes deux paramètres θ que je vais stocker. Donc θ, j'ai deux composantes. Et je vais faire 1000 simulations. Donc je vais créer 1000 échantillons de fausses données. Donc je vais faire une boucle. Okay. Un échantillon i. Plutôt à chaque i, je vais créer un échantillon de données.
Comment je fais un échantillon? Ben, avec cette fonction sample. Sample me dit, tu piges avec remise dans tes données. Donc j'en pige combien? J'en tire n. J'avais n observations, j'en tire n. Et je le fais avec remise. Okay, donc on est vraiment sur cette histoire de je tire suivant ma fonction de répartition empirique. On est sur des méthodes de rééchantillonnage. Je retire dans mes données avec remise. Une fois que j'ai créé ce faux échantillon, ce que j'appelle XS, dans ces cas-là, je calcule ma log vraisemblance. Donc je vous rappelle, ma log vraisemblance, c'est la somme des logs des densités pour mon échantillon XS, pour la moyenne qui vaut T, θ 1 et θ2. Et ensuite, j'optimise. Donc, j'oublie le fait qu'en fait, je sache comment s'écrit l'estimateur. Je pourrais très bien dire, en fait, ici, les valeurs que je vais prendre, c'est XS bar et 1 sur n, la somme des XIS moins XS bar, à la 2. Okay. Je ne sais pas que ces valeurs-là, parce que je n'ai pas fait de maths. Okay, je n'ai pas écrit mes estimateurs, mais numériquement, je peux m'en contenter. Donc, je me contente d'optimiser à chaque fois. Je récupère mes θ, okay, je vais les stocker dans ma matrice. Donc, dans ma matrice, mon θ, le θ10, c'est ce que j'ai obtenu comme estimateur du maximum de vraisemblance, en supposant que j'ai un modèle gaussien pour mes paramètres mu et sigma, si jamais j'avais généré des fausses données. Et après, je peux regarder la distribution que ça a. Donc, voilà la distribution de θ chapeau 1. Okay, donc, on voit qu'on obtient quelque chose qui ressemble à une loi normale. Donc, je vous ai fait l'estimateur. Je vous ai construit une loi normale en rouge, je vous ai construit l'estimateur à densité en bleu, et vous avez l'histogramme en arrière-plan. Donc on voit qu'on a une espèce de loi normale. Donc si jamais je reviens plus proprement sur la notation, cet objet-là, c'est ce que j'avais noté auparavant, θ chapeau 1 de Y. Donc θ chapeau 1 de grand Y, ça suit à peu près une loi normale, qui est à peu près centrée sur la vraie valeur, avec une certaine variance. Et ça nous servira par la suite pour faire des intervalles de confiance. Et je vais commencer à en parler un tout petit peu, parce qu'en fait, ici, on va essayer comme on a construit des estimateurs qui sont à peu près sans biais, en fait, la variance, elle est intéressante. Donc, la variance de nos estimateurs, elle a du sens. Et la variance, je peux la calculer qu'en créant des faux échantillons, puisque la variance, c'est la variabilité. Pour avoir de la variabilité, il me faut plusieurs valeurs. Okay, donc, si je veux récupérer la variance de mon θ chapeau, il va falloir que je génère plein d'échantillons. Et pareil, je peux récupérer la variance de mon θ chapeau 2. Okay, la variance de mon θ chapeau 2, c'est combien dispersé mon estimateur de mon écart type. Okay. Donc, je peux l'avoir ici. Voilà. Donc, ce que ça nous dit, c'est que mon estimateur θ chapeau 1, en moyenne, il vaut à peu près le 1,64.7. Mais ce qui est logique, parce que c'est la moyenne empirique de mes données. Et j'ai un estimateur de mon écart type qui est à peu près à 0,53. Okay. Donc, comme ça, je peux récupérer en fait un intervalle de confiance qui me dit ma moyenne, pour la taille des filles, il y a 95% de chances pour qu'elle soit comprise entre 1m63 et 1m66. Okay, donc, soit je le fais sur les quantiles, soit je le fais sur une formule qu'on va réutiliser par la suite. On va oublier cette formule-là pour l'instant. Et voilà, on pourrait revenir dessus une fois qu'on aura vu les intervalles de confiance. C'est exactement ce qu'on verra par la suite. Donc, je suis en train de vous dire que soit je me contente de mon estimateur mu chapeau qui valait 164.7, soit je me dis, en fait, je voudrais préciser où est-ce qu'il y a des chances que je me trouve. Et donc, je peux vous dire qu'il y a 95 chances sur 100 pour que la taille moyenne d'une fille, la taille moyenne des filles, pardon, ce soit 164, 165. 164.7, 163.7 et 165.7. Ok. Pareil pour mon écart type. Mon écart type, je peux vous dire, je pense à peu près que mon écart type, il était à... Donc, je me contente d'une valeur ponctuelle. Donc, j'étais à peu près sur ce... je ne sais plus combien, je vais le rechercher. 5.63. Soit je vous dis, il y a 95 chances sur 100 pour qu'on soit compris entre 4.8 et 6.3. Ok. Donc ça, c'est des notions d'intervalle de confiance. Alors, on fera la théorie un peu des intervalles de confiance, mais c'est cette idée-là qui consiste à dire, comme j'ai la distribution, je peux en tout cas avoir la distribution de mes estimateurs par méthode de simulation. Dans ces cas-là, je peux récupérer des formes d'intervalle de confiance ou alors juste des notions d'écart type de nos estimateurs. Okay, je pourrais aussi simuler des échantillons gaussiens. Donc, je vais me dire, tout simplement, je vais aller simuler des échantillons gaussiens qui ont la même moyenne et le même écart type, et je vais récupérer là encore exactement la même chose. Donc, ça vous raconte à peu près la même histoire, essentiellement parce que le modèle gaussien marche bien. Okay, donc, on a ces approches-là, donc l'approche gaussienne et l'approche par rééchantillonnage et l'approche par génération de données gaussiennes. On récupère des intervalles de confiance sur nos estimateurs. Donc ici, on a la distribution de θ chapeau 1.
Et ici, j'ai la distribution de θ chapeau 2. Okay, donc, on a nos estimateurs qui sont gaussiens et donc on peut récupérer des valeurs, mais en plus des écarts. Okay, donc, je vous rappelle que je vois mon θ1 et mon θ2 comme étant des variables aléatoires, tout simplement parce que j'ai une statistique. θ chapeau 1, qui était ma statistique de mes données, c'est ma valeur numérique, 164,7. Mais je peux le voir aussi comme étant une variable aléatoire, puisque j'ai ma statistique de mes variables aléatoires. Okay. Et c'est cette variable qui va m'intéresser parce que je peux récupérer son biais, sa variance, son erreur quadratique moyenne et toutes ces choses-là. Alors, je vous donne ici les valeurs théoriques. Là encore, je vais passer les maths, mais en fait, on peut les trouver, ces valeurs-là. On peut montrer en fait que les variances, elles sont données par ces grandeurs-là. Donc, la variance de mon estimateur, c'est sigma 2 sur n. La variance du second, c'est sigma 2 sur 2n. Okay. On peut aussi montrer que les deux estimateurs sont de covariance nulle. Okay. Et tout ça, on peut le vérifier numériquement. Enfin, on peut le vérifier. Oui, je peux le vérifier sur mes données simulées par Bootstrap. Effectivement, on voit que la corrélation entre mes deux paramètres, elle est quasiment égale à 0. Donc, on a deux estimateurs qui sont relativement indépendants. Okay. C'est un peu anecdotique, mais voilà, sachez-le. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est ce que vous aurez si jamais vous voulez le faire numériquement. Donc, j'arrive enfin à la partie numérique. Dans Mass, il y a une fonction qui s'appelle fitDist qui permet en fait de faire tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire vous donner les estimateurs de vos paramètres. Donc, par exemple, si jamais j'ai mes données X, donc je vous rappelle que X, c'était mon échantillon X1, X112. J'avais les 112 tailles de mes élèves. Okay. Si jamais je suppose que mes tailles suivent une loi normale, donc je lui dis faites-moi la distribution gaussienne, okay, par maximum de vraisemblance, ben, c'est exactement ce qu'il vous renvoie. Il vous renvoie l'estimateur du premier paramètre, l'estimateur du second paramètre. Petite précision, et c'est pour ça que j'ai raconté toutes ces histoires sur cette variabilité de nos estimateurs. Il vous renvoie deux valeurs juste en dessous. Ces deux grandeurs-là, qui sont mises entre parenthèses, ce sont nos écarts. Donc ça, c'est une notation qui est assez classique, qui consiste à dire, ben, le premier, c'est mon paramètre sigma, et entre parenthèses, je vais mettre l'écart type de mon estimateur. Okay. Le second, il est un peu compliqué, parce que, en gros, soit je le calcule en faisant un peu de maths, soit je le fais par simulation. Okay. Mais voilà, sachez qu'on peut récupérer ces grandeurs-là. Il s'avère que pour le maximum de vraisemblance, c'est assez facile à calculer. Donc c'est pour ça que le maximum de vraisemblance est autant utilisé, c'est qu'en fait, je récupère facilement l'estimateur. C'est juste un problème d'optimisation. Et le deuxième, je peux l'avoir aussi assez facilement par des propriétés de maths dont je ne parlerai pas ici, mais je peux récupérer ces grandeurs-là. Et ça va être essentiel pour la suite. Encore une fois, on est juste au chapitre 9. Il nous reste encore une petite dizaine de chapitres. Donc on est vraiment au début de l'estimation et ces écarts types vont être importants. Là, ça me dit un peu la précision que j'ai autour de mon estimateur. Okay. Donc ces estimateurs, on voit qu'ils sont, alors, sur la moyenne, on voit qu'on est assez précis, puisqu'on nous dit on est à 164, on a un écart type qui est à 0,53. Donc ça nous permet de construire comme ça nos intervalles de confiance. On a vu tout à l'heure qu'on était sur un intervalle de confiance à 95%, qui était en gros entre 1,63,7 et 1,65,7. Donc on voit qu'on est à plus ou moins 1 cm, donc on est relativement bon. Okay, pour quantifier notre incertitude. Mais c'est lié au fait que la taille des gens, elle est quand même relativement peu variable. Okay. Je pourrais avoir des distributions avec beaucoup plus de variabilité. Dans ces cas-là, mon estimateur, il est relativement bon. Okay. Et donc, je peux vous retrouver ces valeurs-là. Donc, c'était un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. Je peux retrouver numériquement ces valeurs-là parce que je connais mathématiquement ces valeurs-là. Okay. Et je peux remettre n'importe quel type de distribution. R, c'est calculer ces choses-là. Donc, là encore, je mets mes petites étoiles pour vous expliquer cette deuxième partie. Donc, ces grandeurs-là, on connaît les valeurs théoriques et encore une fois, on les avait approchées numériquement. OK? C'était le maximum de vraisemblance. On va s'arrêter là. Je vais vous présenter l'autre méthode, qui est la méthode des moments. Puis après, on essaiera de discuter un petit peu les liens entre ces méthodes.